Bienvenue à ce petit tuto Sprite où voilà, je vais vous présenter un peu cet outil du mieux que je peux en tout cas. Donc voilà, merci d'être venu et si vous avez quelques questions, surtout n'hésitez pas. Je pense qu'on va pouvoir commencer. L'heure c'est l'heure après tout. Alors, pour commencer par le commencement, donc Sprite, moi j'utilise ça depuis quelques années maintenant. Principalement, voilà, c'est un logiciel qui a été pensé pour faire du pixel art. Avant je faisais ça sur Photoshop, c'était pas extrêmement pratique. Donc ce qui est sympa avec Sprite, c'est que c'est un logiciel qui est, du coup, en plus d'être complètement pensé pour le pixel art, qui est aussi pensé pour de l'export et pour avoir des outils qui servent pour faire des sprites pour des jeux vidéo par exemple. Donc voilà, qui a quand même une grosse utilité dans ce sens-là, c'est-à-dire de pouvoir avoir de l'export, une restriction de palette, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu des trucs que je vais expliquer au fur et à mesure de ce stream, du coup. Comment devenir un génie du pixel art sans effort? Eh bien c'est très simple. Commencez par télécharger Sprite. En réalité le pixel art c'est un peu plus simple que ça en a l'air, c'est aussi ce qui est un peu chouette dedans, c'est que on peut progresser assez vite, déjà rien qu'en se basant sur certains modèles. Et moi c'est quelque chose avec lequel je suis un peu plus... enfin je suis plutôt à l'aise quoi. Donc déjà pour commencer, Sprite du coup c'est un logiciel qu'on peut trouver sur leur site directement sur internet ou sur Steam. Et c'est un logiciel qui, voilà, vous l'achetez une fois, c'est plié, vous l'avez, vous le mettez à jour. C'est pas un service d'abonnement, ce genre de choses. Et actuellement, le Sprite coûte, il me semble, 20 $. Donc allez chercher dans les 17-18 €. Donc a priori, c'est pas un énorme investissement. Voilà. Si jamais c'est un truc qui vous tente, à la fin de ce tuto, vous pourrez éventuellement essayer de vous le procurer. Hello Lios! Tu l'as sur Steam, sans pack. Nickel. Et sur Itch.io aussi, c'est vrai. Merci Infusion. Alors, pour commencer, je vais faire un peu outil par outil, pour montrer un peu comment le logiciel marche et qu'est-ce qui fait qu'il est vachement bien, spécifiquement pour le pixel art. Donc déjà, on peut commencer par créer un nouveau document. Donc quand on crée un nouveau document, avec un nouveau sprite ici, on a évidemment les réglages de hauteur-largeur, les réglages du mode de couleur, donc couleur, nuance de gris ou couleur indexée qu'on verra plus tard. Pour l'instant on va partir sur couleur, la couleur de fond, et après on a quelques options avancées sur lesquelles on va pas trop toucher pour l'instant. Donc, ok, on a notre petit sprite qui est de base du 64 x 64 pixels. Donc qui va correspondre, voilà, à plus ou moins une taille de pixels qui ressemble à ça. Le tout premier truc qui m'a attiré vers ce logiciel, c'est une toute petite option qu'on peut voir ici déjà quand on a le crayon. C'est l'option ici, Pixel Perfect. L'option Pixel Perfect, c'est que si jamais vous avez déjà essayé de faire du pixel art sur un autre logiciel, on se met à dessiner, on prend sa petite tablette, et quand on dessine, on se rend compte qu'il y a des endroits, évidemment, dans les diagonales, où il y a des espèces de petits pâtés qui peuvent se former. Par exemple, ici, quand j'ai tenté de faire une diagonale, on n'a pas une diagonale nette, comme ça, mais on a voilà, un espèce d'effet d'escalier, comme ça. Ce qui peut donner un effet un peu gras aux lines du pixel art, et qui peut, voilà, qui rend le dessin moins... Comment dire moins direct, quoi. Genre, ça rend les angles un peu difficiles, parce que, évidemment, si on dessine une tête, on va avoir ces espèces de zones diagonales qui sont assez épaisses comme ça. Pixel Perfect, c'est simplement un petit algorithme qui a été développé par Sprite qui permet d'automatiquement nous faire des belles diagonales et rester avec un line qui est fin. Vous voyez, si jamais je fais un rond ici, comme c'est différent d'un à l'autre. Donc ça déjà, rien que cet outil, c'est ouf. Est-ce qu'on pourra retrouver ce tuto sur YouTube après? Ouais, très certainement. Je le remettrai sur YouTube, bien évidemment. Hello, petit capron. Donc voilà, ça c'est le premier outil qui est extrêmement pratique sur Sprite. Ça va être cet outil de Pixel Perfect. Il va nous permettre vraiment, voilà, de rester
à une épaisseur de 1 pixel si jamais j'ai sélectionné un stylo de 1 pixel. Très pratique. Pour la suite, dans les outils un peu de base qui sont extrêmement utiles sur X-Sprite, on a juste à côté ici les outils de symétrie. Symétrie verticale, représentée par cette ligne bleue, et symétrie horizontale, par cette autre ligne bleue. Très simple, la ligne bleue va déterminer un peu le point de symétrie, et quand je vais me mettre à dessiner, ça va automatiquement dessiner en symétrie. Voilà, ça aussi très pratique, hein, pour de nombreuses raisons, surtout sur le fait que sur des petits sprites, on a tendance à vouloir avoir un effet de symétrie pour avoir vraiment un joli sprite bien équilibré. Pensez à un objet à dessiner, une table, une chaise, un personnage vu de face. Très pratique puisqu'on est quand même sur un système de dessin très simplifié. Ne serait-ce que pour faire une tête et être sûr d'avoir, voilà, aux bons endroits, de manière bien symétrique, les yeux qui se placent, une bouche, un nez, voilà, ce genre de choses. Donc on a la même en horizontal, bien évidemment. Et si jamais on sélectionne les deux, on a du coup un effet qui nous fait presque un effet de kaléidoscope comme ça. On peut avoir du coup des formes qui vont se répéter en quadruple symétrie. Donc évidemment, ces lignes de symétrie, on peut les déplacer pour les placer ailleurs. Voilà. Bref. Je vais pas regarder ça là-dessus. C'est plutôt simple. Ensuite, pour la suite, on a évidemment les outils classiques qu'on peut retrouver sur d'autres logiciels tels que Clip Studio Paint, Photoshop, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va avoir, si par exemple ici je change la taille de mon crayon et que, on va dire, je mets une couleur comme ceci, on a comme d'habitude les ajustements de teinte saturation. Alors là, c'est déjà très saturé. Luminosité, alpha, contraste, tout ce genre de choses. Ce sont des outils très pratiques. Ça, c'est des choses que, a priori, vous avez l'habitude de voir. Mais un autre outil qui est extrêmement pratique sur X-Sprite, c'est une petite option qui est ici et qui s'appelle Continue. Donc l'option Continue, pour vous montrer un exemple concret, je vais prendre ce petit sprite que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ce petit sprite de Légusor. L'option Continue, par exemple, si on sélectionne le pot de peinture ici, il va nous servir à quoi? Il va dire qu'en gros, si c'est coché, il va fonctionner comme un pot de peinture normal. Donc je vais prendre par exemple un bleu, et je vais aller me mettre sur le bon calque pour commencer. Je vais aller mettre un coup de pot de peinture ici, ça va remplacer la zone colorée en bleu. Si jamais on décoche l'option Continue ici, ça fait quelque chose de très intéressant et très utile, c'est que le logiciel va détecter tous les endroits où il y a également cette couleur qui est présente, et quand je vais appuyer dessus, boum, ça va remplacer toutes les instances de cette couleur. Donc ça me permet très facilement de changer une couleur. Je crois que j'ai l'option tactile qui est activée sur ma tablette. Ouais. Attendez. Twink. Voilà. Ça nous permet très facilement de changer une couleur. Si par exemple, je veux récupérer ma couleur ici et je prends une couleur un peu plus sombre, boum, boum, et boum, voilà, on a une cape bleue maintenant. Vous faites pas un dessin, bah si justement vous êtes là pour ça. Donc voilà, ça c'est l'option continue ici, qui est très pratique, à la fois pour du remplacement de couleurs avec le pot de peinture, si jamais vous voulez tester, voilà, imaginons différentes variantes de couleurs de peau. Allez hop, je veux tester de lui faire une peau un peu plus verte comme ça. Voilà. Mais c'est aussi très pratique parce que ça s'applique également sur l'outil de sélection avec la baguette magique. Donc,
Une nouvelle fois, j'ai la même option ici de continue. Et donc, si je l'ai coché, ça me sélectionne la zone de couleur sélectionnée. Et si je la décoche, je peux avoir toute la zone de couleur, toutes les couleurs qui sont présentes, les mêmes instances. Donc, dans un autre exemple, si jamais je sélectionne toutes les zones, je vais me mettre en mode ajouter à la sélection, et je sélectionne toutes les zones par exemple du bleu de la cape, voilà, j'ai très rapidement une sélection de toute la cape alors que tout est sur le même calque, et je peux très facilement sortir mon outil de teinte saturation et regarder différentes variantes de couleurs, et sélectionner celle qui me plaît. Voilà, tout ça c'est des petits outils tout bêtes mais qui permettent de travailler beaucoup plus vite avec Xsprite. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre tout en continuant un peu un petit tour du logiciel. Oui, ça permet de rendre ça permet de rendre en effet le pixel art assez moins intimidant, c'est clair. Ça aide beaucoup. Ce que je vous conseille pour commencer, à la limite, le pixel art, c'est partir un peu d'un modèle de type de sprite que vous aimez bien et essayer de faire quelque chose de similaire en reprenant par exemple une pose ou la posture d'un personnage, la taille d'un sprite aussi, essayer de deviner de quel est le ratio de pixels, parce que évidemment, voilà, un dessin qui est comme ici, il me semble que moi je travaille sur du... Si je raconte pas de bêtises, je travaille sur du 32 par 32. Non, 64. Si on travaille sur du 64 pixels, c'est pas la même chose que de travailler sur du 32 pixels, sur du 16 pixels, etc. Sur du 128. Évidemment, plus vous prenez de pixels, plus ça va ressembler à un full dessin, parce qu'on va de moins en moins voir les pixels, bien évidemment. Pour la suite, vous avez aussi dans la sélection un outil de sélection de couleurs. Là où vous pouvez du coup aller choisir une couleur, hop, avec l'outil de sélection, augmenter la tolérance. Mais voilà, moi je préfère faire le truc de la baguette magique, mais voilà, si vous êtes plus habitué des logiciels du genre Clip Studio Paint ou Photoshop, ce genre de choses, l'outil de sélection de couleurs il marche aussi plutôt bien. Et ça peut être pas mal si jamais vous êtes sur plusieurs calques à la fois. Ok. On va passer sur quelques petits outils qui sont pratiques et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps pour le coup, que j'utilisais pas trop, mais voilà, comme ça vous savez qu'ils existent. Donc là une nouvelle fois, je vais reprendre mon petit stylo, je vais faire un truc très gros comme ça. Voilà. Et vous pouvez voir que moi, la plupart du temps, quand je travaille, en tout cas sur des modèles de personnages, je mets un line noir autour des personnages. La raison pour laquelle je le fais, c'est très simple, c'est que la plupart du temps, mes sprites, je les utilise quand je fais des sessions de jeux de rôle sur Roll20, sur des fonds qui sont colorés. Le line noir, ça permet tout simplement que si jamais, par exemple sur ce personnage Légusor, je le mets dans la forêt sur un fond vert, il va pas complètement disparaître, et on va bien voir le contour de la forme, il n'y a pas la cape ou le pantalon qui va se perdre. Jusqu'à maintenant, j'avais simplement utilisé... Enfin, j'avais rien utilisé du tout, je galérais juste à faire le tour de mes personnages à la main au niveau du line. Jusqu'à ce que j'ai appris qu'au fait, il y a une option pour ça. Donc maintenant je le sais, et je vais vous en parler. Dans Edit, on a FX ici, et on a Outline. Edit, FX, Outline. Et c'est tout bête. On a directement une option pour faire un contour depuis le calque. Extrêmement pratique, et vous avez même plusieurs types, donc voilà, ça plutôt en pixel perfect, ça avec les fameux petits escaliers un peu épais dont je vous parlais, juste horizontalement, juste verticalement, et vous pouvez même choisir du coup de rajouter des options ici. Est-ce que je veux juste en haut, juste en bas, en haut à droite, en haut à gauche? Voilà, ça marche très très bien, c'est très intelligent, et ça peut même vous aider à faire éventuellement, imaginons, des ombres aussi, facilement. Hop là, voilà, là j'ai une petite nuance de couleur qui donne un peu de volume à mes petits ronds là. Très pratique. Donc voilà, ça c'est l'outil Outline, pas mal du tout. Je le découvre quasiment en même temps que vous là pour le coup.
Voilà, et ensuite, une fois qu'on valide, ça se rajoute directement sur le calque. Donc voilà, donc ça, à la limite, si vous n'êtes pas sûr, faites attention, peut-être dupliquer le calque avant d'appuyer sur OK. Mais bon, ça va. Un autre truc que je savais pas qu'il existait, pareil dans cette fenêtre FX, non, c'est en dessous, Insert Text. Je ne savais pas, mais il y a un outil de texte sur Xsprite. Alors, bon, la plupart du temps, on n'a pas trop souvent besoin de mettre du texte, mais si jamais vous faites des sprites pour un jeu vidéo, ça peut être pratique. Et on a ici toute une sélection de fonts qui sont proposées. Alors, il y en a, il y en a beaucoup. Mais donc voilà, vous pouvez en choisir une. Et faire en sorte que ce soit écrit, et du coup ça va directement vous la transposer en pixel art. Donc par exemple si je load, on va dire celle-ci, mais on va tester avec un texte comme ça, avec une font size de, on va dire 15. Bim, voilà, on a directement un texte en pixels. Attention, à mon avis, je dis ça sans avoir testé, mais à mon avis, il faut avoir bien sélectionné la taille de fonte, et si jamais la taille de fonte ne convient pas, il faut recommencer en réutilisant l'outil, parce que je pense que si on essaie de réduire manuellement, c'est ça va tout déformer, ça va rendre le truc complètement illisible. Je suis un peu curieux de voir à quel point ça peut aller dans le petit et précis, parce qu'évidemment, on n'a qu'un certain nombre de pixels avec lesquels on peut travailler. Je sais pas trop à quel point cet outil est bien développé. On va voir si par exemple on essaie une taille de fonte de 6. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, donc ça a ses limites, comme vous pouvez voir. Évidemment. Au bout d'un moment, quand c'est trop petit, c'est trop petit. Mais ça marche quand même plutôt pas mal parce que là sur du, enfin, le texte était bien lisible tout à l'heure, on est quand même sur du 64 pixels, ce qui est pas énorme. C'est un petit à retenir. Ensuite, un autre truc extrêmement intéressant avec Xsprite, c'est le fait de pouvoir, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, hop, de pouvoir avoir des presets avec des palettes. Donc, parce que là évidemment on a une palette qui est modifiable, vous pouvez aussi créer vos propres palettes, mais on peut aussi avoir des presets avec des couleurs restreintes. Ici je travaille sur un espace de travail en RGB, donc du coup je peux prendre toutes les couleurs et ici venir les modifier. Comme sur CSP et sur Photoshop, j'ai une couleur d'avant-plan, une couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan, je peux y accéder en faisant un clic droit. Donc là je dessine, un crayon ce sera mieux. Là je dessine avec le clic gauche, là je dessine avec le clic droit. Voilà, ça permet de facilement switcher entre les deux. Mais donc, cette palette-ci, on peut la changer, on peut se mettre en mode indexé pour faire en sorte que les couleurs ne soient pas modifiables. Et ça c'est très pratique si jamais par exemple vous travaillez soit avec une palette restreinte, ce qui peut mener à beaucoup de créativité et voilà, être vachement inventif sur ces côtés-là. Ça peut aussi aider si vous travaillez sur un projet de jeu vidéo ou vous tournez sur un moteur de NES ou de Game Boy Advance, un truc que j'ai fait récemment, par ailleurs, ou de Game Boy par exemple, et que vous voulez avoir les couleurs qui sont un peu iconiques de cette console, ou alors que vous travaillez réellement avec une restriction en termes de données et de couleurs. Donc, maintenant que j'ai parlé de tout ça, nous avons des presets qui sont, si je ne raconte pas de bêtises, ici, dans le petit dossier. Et ce qui est super, c'est que déjà de base, avec Xsprite, on a toute une liste de presets de palettes qui sont, la plupart du temps, liés à certaines consoles ou systèmes d'exploitation. Par exemple, ici, on peut, si je ne raconte pas de bêtises, A, B, C, D, E, F, G, on peut avoir la palette de Game Boy. Vous savez, la Game Boy quoi. La Game Boy. Donc la Game Boy et ses quatre nuances de vert. Voilà, là on a accès à la palette de la Game Boy. Si vous avez envie d'essayer de dessiner juste avec des couleurs de Game Boy, super sympa. Vous pouvez avoir la palette de la Game Boy Color. Voilà, c'est un peu plus
un peu plus vaste du coup. Donc voilà, ici vous avez toutes les couleurs qui peuvent être générées par la Game Boy Color. Et vous pouvez même aller sur internet et il y a plein de gens qui proposent plein de palettes qui vous permettent du coup d'être voilà, un peu dans du restrictif, mais essayer justement de trouver un peu de la créativité là-dedans. Quand j'ai travaillé avec Kiryu et Elicule sur le petit jeu Doomsday Care, nous on a travaillé sur un moteur de Game Boy Advance, et donc du coup il y avait énormément de couleurs qui étaient possibles, mais par contre chaque sprite avait une restriction de 16 couleurs, il me semble. Donc du coup il a fallu trouver des palettes de 16 couleurs avec lesquelles on pouvait faire tous les sprites des monstres. Donc par exemple ici, voilà, sur le petit dessin de Norzebut, vous pouvez voir que j'ai tous mes sprites qui ont été faits avec cette palette de couleurs, qui se trouve ici, du coup, une palette de 16 couleurs, 4x4. Et donc du coup ça peut donner des trucs super créatifs où on se dit ah bah ouais ok maintenant je dois travailler juste avec ces couleurs là et donc on va essayer de trouver une espèce de continuité tout en n'ayant pas accès à certaines couleurs, ça peut donner des trucs très chouettes. Et donc du coup les couleurs sont indexées, ce qui veut dire, je pense que je suis en couleur indexée, je vais quand même vérifier. Pour vérifier, vous pouvez aller dans Color Mode, voilà c'est indexé. Donc a priori, vous voyez ici si je sélectionne une couleur et que j'essaie de la changer, je peux, mais si je raconte pas de bêtises, il va automatiquement me mettre la couleur la plus proche. Par exemple, vous pouvez voir ici que j'ai pas de vert, donc si je vais et que je sélectionne du vert, il va automatiquement me donner la couleur la plus proche dans la palette indexée. Qui correspond du coup ici à cette couleur-ci. Voilà, pareil, si j'essaie de prendre du bleu ciel, il va me rabattre sur le jaune, bleu foncé, il va me rabattre sur ce bleu-là, etc. Je suis en train de bousiller mon dessin. Voilà. Vous saisissez le truc. Donc, très pratique, donc pas hésiter à télécharger des palettes, ou alors de regarder un peu ce qu'il y a là-dedans, et s'amuser un peu, voilà, essayer de faire des sprites de console ou de système d'exploitation voilà, qui vous intéressent, quoi. C'est assez chouette. Alors, oui, ok. On va passer à un autre gros chapitre du coup après ça. Parce que les palettes, tout ça, c'est chouette. Mais un truc que je montre un peu moins sur les réseaux, c'est que pour les gens qui ont suivi un peu, le développement du jeu de rôle d'Estrade, c'est que avec le jeu de rôle, je fournis aussi des maps. Et il s'avère que les maps qui sont en pixel art, je les dessine aussi. Mais je m'amuse pas à passer ma vie à faire toute la map de A à Z et de la dessiner à chaque fois. Je crée des sprites que je peux ensuite réutiliser dans des logiciels qui me permettent de les transformer en tiles et de les utiliser librement. Et Sprite, c'est génial pour créer des tiles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une option qui est nickel pour faire en sorte que vos tiles se répètent parfaitement à l'infini et pour pouvoir faire un motif. Je m'explique. Ici, j'ai un sprite d'une tile de plancher en bois. Tout simple. Le sprite fait 32 sur 32 et je l'ai dessiné comme ça. Alors il semble un peu bizarrement cadré, mais au fait, c'est très réfléchi. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, on a ici dans View un mode qui s'appelle le mode Tile. Le mode Tile, ça permet de faire en sorte que l'affichage se répète automatiquement sur l'axe X, sur l'axe Y ou sur les deux axes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben on va voir. Si j'appuie sur l'axe X, je vais avoir une répétition de l'espace de travail à l'horizontale. Ce qui va me permettre, quand je dessine, de toujours vérifier que mon image se répète correctement horizontalement. Plutôt simple quand on fait du plancher et horizontal. Mais il faut aussi que ça puisse se répéter à l'infini verticalement. Du coup, je peux faire ici, Tile Mode, dans les deux axes. Et là, je peux voir qu'en effet, mon sprite qui se trouve ici, vous voyez, on peut voir mon curseur qui apparaît plusieurs fois, mon sprite qui est ici se répète à l'infini, verticalement comme horizontalement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je l'ouvre dans un logiciel tel que Tilesetter, je vais retrouver ici mon plancher. Et ben si je l'étale sur une carte, il va parfaitement se répéter sans avoir à ce que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça c'est extrêmement pratique si jamais vous voulez faire des tiles ou des motifs qui se répètent parfaitement. Et ça permet vraiment de travailler sur des tiles genre super facilement sans se prendre la tête. Donc là par exemple si je reprends mon exemple ici, je vais aller une nouvelle fois sur View, Tile Mode, sur les deux axes, on va reprendre un brush fin, hop, et donc là, par exemple, on va dire, si je veux avoir une espèce de forme qui se répète, eh ben vous pouvez voir, pour qu'elle se répète, j'ai juste à la lier ici, hop, et on n'a qu'à dire là, et hop. Maintenant, j'ai un motif qui se répète à l'infini. Alors qu'en réalité, mon plan de travail il ressemble juste à ça. Mais j'aurais jamais su qu'il fallait que je dessine exactement comme ça pour que ça se répète à l'infini. Voilà. C'est ça qui est un outil vachement pratique pour le coup. Donc ça, c'était le mode tiled. Je réfléchis pour voir si j'oublie rien. Ouais, il y a un autre truc à la limite dont je peux vous parler, qui est vachement intéressant avec Aseprite également. Pour ça, je vais juste aller ouvrir n'importe quel projet que j'ai fait. Et super bien avec Aseprite également. Ah bah je suis en train de bouger mon overlay moi. Ouais, c'est plein de petits outils, c'est ça. C'est ça qui est vachement bien. Exactement, Lyros. Il y a plein d'outils qui simplifient à fond, ouais. Et un autre outil, particulièrement si vous débutez, justement tant qu'on était sur un peu le sujet des palettes de travail, ici j'ai une sélection de pixel art que j'ai fait, et imaginons que je veux prendre ce personnage, imaginons que vous trouvez n'importe quelle image sur le web, ou un pixel art dont vous voulez vous inspirer, ou même juste une palette qui vous intéresse à fond. Ce qui est génial avec Aseprite, c'est que si j'ouvre une image avec Aseprite, n'importe laquelle, là c'est juste une image PNG, c'est même pas une image Aseprite, vous allez voir que automatiquement Aseprite me crée une palette avec toutes les couleurs qui sont présentes dans cette image. Donc ici, j'ai la gamme précise de couleurs qui a été utilisée pour ce sprite. Si jamais vous avez besoin de vous inspirer de la palette de Shovel Knight, de la palette de Mario, voilà, si jamais vous avez besoin de choper des sprites juste parce que la palette vous intrigue, vous faites glisser l'image, boum, vous avez directement la sélection de toutes les couleurs qui ont été utilisées. Ça aussi, méga pratique, si après vous voulez par exemple enregistrer la palette. Donc voilà, save palette as preset. Donc vous pouvez sauvegarder cette palette et du coup y avoir accès quand vous voulez. Méga pratique. Si jamais vous avez besoin de rajouter des couleurs à la palette, que vous voulez la personnaliser, vous pouvez cliquer sur ce qui ressemble à un espèce de petit bouton pause ici et clic, 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 vous faites glisser pour ajouter autant de couleurs que vous voulez. 1, 4, 8, 36 000, voilà, c'est à vous de voir. Et ensuite, si vous voulez modifier la couleur d'une palette, vous allez juste sur Edit Palette ici, et donc là ça va enlever le petit cadenas. Donc là, du coup, hop, ça va vous éditer le petit carré. Tant que le petit cadenas ici est débloqué, vous allez pouvoir continuer à éditer votre palette. Et quand vous voulez de nouveau la loquer, hop, vous appuyez dessus, et donc là, vous avez juste accès aux couleurs quand vous cliquez dessus. Très pratique. Ok, on a vu déjà pas mal de trucs sur l'interface. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui. Ok. Ça va, je vais pas trop vite parce que j'ai l'impression de filer avec les sujets. J'espère que c'est pas trop dense. Mais du coup, je vais passer à la suite avec les outils de dégradé et de dithering.
qui sont des outils qui peuvent donner des effets de style assez sympas. Je m'explique. Ici, comme je vous l'ai expliqué, on a un outil pot de peinture. Pot de peinture classique, Prouch, voilà, simple que ça. Je vais cocher le petit continu. Hop, je peux faire, évidemment, une couleur de mon choix dans chaque module. Voilà, on fait un peu... Voilà, là, j'ai utilisé mon petit pot de peinture. On a ici, si on reste appuyé sur le pot de peinture, un outil de dégradé. L'outil de dégradé, il est très classique, il fonctionne comme dans tous les autres logiciels, c'est-à-dire qu'il va prendre ma couleur d'avant-plan ici, imaginons que je veuille un vert, et ma couleur d'arrière-plan, qui ici est un vert un peu plus foncé, et il va fonctionner comme un pot de peinture et me proposer un dégradé. Un dégradé très propre hein, pour du pixel art au passage. Mais des fois, on va avoir envie d'avoir un effet un peu plus authentique, un peu plus pixel art-esque, si je peux dire. Avec ça, on a l'option ici qui est du dithering. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir un type de dégradé avec une matrix de 2x2, 4x4 ou 8x8. Et du coup, vous allez avoir ici voilà, des effets un peu plus à la pixel art de dégradé. Donc vous avez la 2x2, la 4x4 ici qui fait un peu plus de croisillon. Et pour finir, la 8x8 ici, qui est vraiment en mode maxi croisillon. Du coup, ça permet de faire des effets de style qui sont assez sympas si jamais vous avez besoin de dégrader pour, par exemple, des grands décors ou ce genre de choses. Moi, j'ai l'exemple ici voilà, de l'annonce du stream pour Charwin sur Trip. Avec du coup ces effets, comme vous pouvez le voir là dans le ciel, de dégradé ici et sur le sol. Donc ça donne un petit effet, sympa que je trouve est un peu plus chouette que juste un classique dégradé quoi. Voilà. Ça aussi ça fait partie des outils qui sont assez simples à utiliser et qui sont uniques en tout cas et propres à Sprite. Ça on en a parlé. Il dit que je fais mon pixel art sur Procreate alors qu'il n'y a aucune de ces options. Je dois multiplier mon temps de travail par 15. Ouais, c'est vrai pour beaucoup de logiciels. Après, c'est vrai que ça prend du temps d'apprendre un logiciel, donc j'espère que ça va pouvoir t'aider. Mais ouais, on gagne beaucoup de temps sur Sprite. Parce que évidemment, tous ces logiciels, ils sont pas vraiment pensés pour. Moi, quand je faisais ça sur Photoshop, je perdais un temps fou, en fait. Rien que l'option que je vous ai présentée au tout début, le pixel perfect, on dirait pas comme ça, mais ça change la vie. Ok, maintenant on va aborder un gros morceau. On va aborder ce que vous pouvez voir ici en dessous, l'animation. Alors, l'animation sur Sprite, c'est pas super compliqué. Mais il faut s'accrocher un peu. Création d'une palette à partir d'une image existante, c'est pratique pour la préparation de mes perles. En vrai, sans fac, très bien vu, ouais, si tu veux savoir quelle perle utiliser. J'avais même pas pensé à ça, c'est méga pratique en vrai, ouais. Donc ici, en bas, vous avez vos calques. Vous avez deux raccourcis, du coup vous avez majuscule N pour créer un nouveau calque, et vous avez Alt N pour créer une nouvelle frame d'animation. Ici, moi j'ai une animation très simple en 4 frames. Voilà, qui se répète à l'infini. Et donc, ici, vous avez les différents cellulos de l'animation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, évidemment, il y a quelques outils qui sont pratiques sur Sprite pour faire de l'animation. Il n'y a pas... À ma connaissance, il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus tous les outils qui sont extrêmement pratiques pour l'animation, mais il y a au moins les trucs de base. Et ça reste quand même vachement pratique parce que les animations de pixel art, la plupart du temps, on n'a pas non plus besoin de faire des énormes mouvements ni des choses extrêmement complexes. Et donc on a quand même les fonctions de base, à savoir ici, la pelure d'oignon, qui est très pratique.
et qui permet de voir en transparence, si vous le voyez bien ici, la frame précédente. Si jamais on a besoin de travailler un peu sur le mouvement. Vous pouvez choisir la portée de l'onion skin. Ici, il m'affiche la précédente et la suivante. Si je veux qu'il m'affiche que la précédente, hop, je fais glisser ici. Voilà, là ça m'affiche que la précédente. Si je veux qu'il m'affiche toute l'animation, je peux lui demander de m'afficher toute l'animation. Voilà, la plupart du temps, moi je préfère travailler juste avec la précédente. Ça c'est évidemment pratique pour l'animation, c'est quelque chose qu'il y a d'inclus un peu partout. Ici, si vous double-cliquez sur le cellulo d'animation, vous allez avoir les réglages d'opacité, le Z-index, si jamais il y a besoin que certains cellulos passent au-dessus d'autres, parce que évidemment, là je travaille sur un calque, mais si on travaille sur plusieurs calques, ça peut être pratique. Et en double-cliquant, non pas sur le cellulo, mais sur la frame ici, je peux avoir la durée de la frame. Et contrairement à beaucoup de logiciels d'animation que j'ai utilisés jusqu'à maintenant, ce qui est sympa avec iSprite, c'est qu'on peut vraiment faire des frames qui durent jusqu'à une frame, c'est-à-dire 1/60 de seconde. Donc on peut faire des animations qui peuvent être extrêmement fluides. Ça demande du boulot, mais c'est possible. Donc voilà, ça c'est les outils d'animation de base. Est-ce que j'oublie pas un truc? Dans les options ici, on peut afficher ou masquer. Là, on a quelques options, mais a priori c'est aussi simple que ça l'animation. Donc, faire un petit exemple. Hop. Ici, si par exemple, hop, je vais reprendre mon outil de symétrie. On va dire que je refais en bonhomme. Hop, j'ai mon premier cellulo d'animation ici. Et donc, si j'active la pelure d'oignon, j'ai ma frame précédente en transparence. Et donc, je peux facilement... Alors bon, là, a priori, mieux vaut que je garde le line ici. Je peux a priori voilà, gommer un bras ici et commencer une animation en basant sur la transparence. Voilà, et avoir un peu un début de mouvement. Bref, vous comprenez le concept. C'est pas qu'on travaille seul, le module est bien pour les scènes avec différents objets qui ont leur propre animation, ça devient illisible. C'est ça que je voulais dire en effet. Le truc c'est que la plupart du temps quand on travaille sur des sprites de pixel art, on a tendance à plutôt travailler des animations qui sont individuelles au sprite, puis les différentes animations qui vont venir se superposer, la plupart du temps c'est un boulot qui est fait au moment de la... au moment du développement du jeu, par exemple. À moins de vraiment vouloir monter des images animées, il faudra être stupide pour faire ça, et c'est exactement ce que je fais. On se retrouve avec des bordels comme ça, évidemment, parce que, eh ben, on a plein de calques, on a plein de trucs qui ont besoin d'être les uns par-dessus les autres, on a besoin d'avoir un mouvement avec les nuages à l'arrière, voilà. Donc évidemment, on se retrouve avec du gros bazar. Ne faites pas ça, animez vos trucs individuellement et montez-les sur un autre logiciel éventuellement, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là par exemple, ce qui aurait été beaucoup plus simple, ça aurait été que j'exporte, disons, les nuages comme une image seule, je monte tout ça sur un logiciel d'animation et je demande juste un effet des nuages qui glissent de droite à gauche et qui se répètent, ça aurait été plié en moins de deux. À la place de ça, moi j'ai galéré à faire ça à la main, c'est pas une bonne idée. Mais c'est possible si vous aimez bien vous prendre la tête. Un autre truc qui est extrêmement pratique, plus spécifiquement si vous utilisez iSprite pour participer à une jam, faire un petit jeu vidéo, ce genre de choses, c'est que vous le savez peut-être déjà, mais lorsqu'on donne une animation à la personne qui fait du code, on va pas lui donner un fichier GIF, on va pas lui donner un fichier animé, on va lui donner un fichier individuel pour chaque frame de l'animation.
vous laisse deviner l'enfer que c'est à exporter. Mais Aseprite étant un logiciel qui est pensé pour le pixel art, mais aussi pour le développement de jeu, si jamais je veux enregistrer mon Norzebut ici en tant qu'image PNG, Aseprite il va immédiatement me proposer d'exporter l'animation en 4 fichiers. Norzebut 1, 2, 3 et 4. Si j'accepte, je vais avoir dans mon dossier d'animation, le temps que je le retrouve... Ah, j'ai tout cassé! Le temps que je le retrouve, il va m'exporter ça en 4 images séparées. Ce qui est extrêmement pratique. Juste le temps que je le retrouve. Voilà, vous pouvez le voir ici. Il m'a exporté Norzebut 1, 2, 3 et 4. Avec les 4 cellulos d'animation. En un clic. Pratique, hein? Ok. Donc ça, c'est plus ou moins les outils que je connais sur l'animation d'Aseprite. On a presque fini, a priori. On a presque fini. Maintenant, le seul autre truc dont j'ai à vous parler, c'est que si vous voulez l'utiliser pour de l'artwork et faire voilà, des petits dessins de pixel art que vous voulez poster sur Insta, etc., évidemment, vous allez probablement vous confronter au problème que si votre fichier il fait 64 pixels sur 64 pixels, il va pas être lourd, mais il va être dégueulasse parce qu'il est minuscule, évidemment. La plupart du temps sur les logiciels, il faut choisir un peu une méthode d'agrandissement pour pouvoir exporter son image. Ce qui est pratique avec Aseprite, c'est qu'il le fait automatiquement. Donc ici, je vais dans Sprite, Sprite Size. Et donc là, j'ai un ratio de 64 pixels sur 64 pixels. Moi, ce que je fais la plupart du temps, vous pouvez faire autrement bien sûr, mais j'augmente l'image d'un ratio de 100% à 1000%, et donc j'aurai un fichier qui sera sur du 640 x 640. La méthode d'agrandissement de base est placée sur Nearest Neighbor. On reste là-dessus, on touche à rien. Boum! J'ai une super grande image qui ressemble exactement à l'image que je viens de modifier. Mais vous pouvez voir qu'en effet, maintenant la taille d'un pixel c'est ça. Wait. Voilà. Donc voilà, c'est très facile de faire un agrandissement de votre sprite depuis Aseprite pour un export qui, je précise, peut être dans plein de formats différents parce que vous pouvez également, si vous le souhaitez, enregistrer directement votre sprite en fichier GIF, par exemple, si vous voulez avoir un petit fichier d'animation que vous voulez réutiliser ailleurs. Hop. GIF ici, je peux l'enregistrer ici. Alors je vais pas l'enregistrer parce que j'ai déjà une version GIF que j'ai enregistrée avec Aseprite. Donc vous pouvez voir ici, ça a été directement exporté depuis Aseprite. Donc voilà, au niveau des exports, vous avez plein de solutions qui marchent très très bien. Un autre truc très pratique d'ailleurs, maintenant que j'y pense, on parlait d'ouvrir des fichiers avec Aseprite pour justement voir un peu les différentes palettes de couleurs qui ont été utilisées. Si jamais vous trouvez une animation d'un sprite sur internet que vous trouvez super intéressante, si il s'agit d'un fichier GIF, si vous ouvrez un fichier GIF avec Aseprite, il va automatiquement vous recréer tous les sprites de l'animation, tous les cellulos d'animation, il va les reconnaître immédiatement et vous allez pouvoir y accéder en cliquant dessus. Très pratique si jamais vous voulez vraiment voir comment une animation est faite, frame par frame, ça peut être très pratique de les ouvrir de cette manière-là. Et ben je pense qu'on a fait le tour de ce que je connais sur le logiciel. C'était un long monologue.
Donc voilà, là je pense qu'on peut, on peut chiller un peu.